Bonjour Christian Macarian. Bonjour Anne-Emmanuel. Vous êtes spécialiste des questions internationales, vous êtes également éditorialiste et on vous lit très régulièrement dans le magazine Le Point. Et on m'entend aussi sur Radio Classique le matin. Très bonne radio, absolument, la matinale de Radio Classique, on salue, animée notamment par David Abiker. Donald Trump a été largement élu, 47e président des États-Unis, c'était il y a une semaine. Une victoire nette, populaire. Je voulais juste avoir votre réaction. Vous avez été surpris par cette victoire nette ou pas du tout ? Écoutez, je ne vais pas faire le malin. Oui, j'ai été surpris par l'ampleur, par la dimension, et nous attendons les derniers résultats de la Chambre des représentants, mais il s'annonce quand même positif pour les Républicains, donc il aura réussi le grand chelem. Le Sénat, la Chambre des représentants, la Cour suprême qu'il a remis sous contrôle d'une certaine manière idéologique plutôt que politique, et puis d'autres institutions aussi, et on voit bien qu'il ne perd pas de temps depuis une semaine. Absolument, parce qu'il a déjà fait quelques nominations. Aujourd'hui même, Elon Musk, comme il l'avait promis, devient ministre, si je puis dire, de... comment qualifier ça il doit faire un audit, c'est ça ? Oui, une sorte de grande réforme administrative. La chasse au gaspillage. Et de chasse au gaspillage fédéral. On attend beaucoup de décisions de ce nouveau président américain en politique étrangère, et notamment sur la guerre en Ukraine. Il faut rappeler que les États-Unis ont consacré plus de 60 milliards de dollars à l'aide... 64 milliards. 64 milliards plus précisément à l'aide à la sécurité de l'Ukraine. Alors avant de devenir président, le candidat Trump avait promis de mettre fin à la guerre en Ukraine en 24 heures. En septembre dernier, il avait même parlé d'avoir un plan précis. Des paroles en l'air ou il y a vraiment un plan, Christian Macarian ? Alors, il faut prendre ces 24 heures au sens métaphorique, c'est-à-dire qu'il prétend pouvoir faire la paix très rapidement. Sur la base de principes simples et fonctionnels. Et quand on entend cela, on est obligé de le mettre en connexion avec ce que Donald Trump et son entourage ont dit de Volodymyr Zelensky lui-même. Monsieur Trump a traité Volodymyr Zelensky de meilleur agent commercial possible, parce que monsieur Zelensky obtient des crédits de la part du Congrès américain. Et ce que veut dire Donald Trump, c'est qu'on va arrêter ces crédits. Le propre fils de Donald Trump a diffusé un tweet assez injurieux pour Zelensky, où on voit Zelensky sous une pluie de billets. Donc c'est sous cet angle-là qu'on va prendre le problème. Nous voici donc prévenus. Monsieur Zelensky coûte trop cher aux contribuables américains. C'est une manière d'amener la négociation, c'est-à-dire une manière, comme on dirait dans le milieu... du business, c'est ça ? Du business, une manière d'attendrir la viande. Après, la première démarche de Trump en termes de relations internationales a été d'appeler Volodymyr Zelensky pour le rassurer. Oui. C'est de bonne guerre. Quand on veut tordre le bras de quelqu'un, on commence par essayer de lui parler gentiment. Et comme ils se sont rencontrés à Washington lors du dernier déplacement de M. Zelensky, rencontre qui s'est d'ailleurs très bien passée, on voit bien que Trump ne joue pas la carte des animosités personnelles ou des atomes crochus qu'on lui prête trop facilement avec Vladimir Poutine, par exemple. Non, il joue la carte d'une certaine rationalité. Zelensky coûte cher. Cette guerre, Trump ne l'aime pas. D'ailleurs, il n'aime pas la guerre, en général. Voilà. C'est une donnée qu'il ne faut jamais perdre de vue. Et il pense que les guerres ne se règlent pas par des traités, encore moins par des discussions entre diplomates, catégorie qu'il n'aime pas non plus particulièrement. Les guerres se règlent par des deals, des accords. Parce qu'on revient toujours en fait à son ADN finalement de businessman. De businessman, c'est de façon transactionnelle, oui, qu'il entend régler cette guerre. Il a conclu au Moyen-Orient les accords d'Abraham qui ont donné ce qu'ils ont donné, mais enfin quand même, il y a un certain nombre de pays arabes qui ont reconnu Israël et qui ont cessé toute forme d'hostilité à l'égard d'Israël. Donc il y a une façon pour Trump d'avancer qui n'a rien à voir avec des sentiments personnels. Il faut quand même rappeler que quand
on accuse Trump d'être très pro-russe, c'est sous le mandat de Trump que les sanctions contre la Russie ont été alourdies, donc avec le plein consentement de Donald Trump, et c'est également sous le mandat de Trump qu'on a procédé à des livraisons massives d'armes létales à l'Ukraine, ce qui n'était pas le cas auparavant. Donc, quand Biden est arrivé, Trump avait déjà préparé le terrain du soutien à l'Ukraine. Et il ne faut pas schématiser et ridiculiser quelque part ce point de vue. Il y a quelque chose quand même d'intéressant à observer qui renvoie à la responsabilité des Européens. Ce qu'il y a d'intéressant à observer, c'est la déconflictualisation qui peut résulter de ce schéma. On va revenir sur les Européens tout à l'heure. 2 jours après la victoire de Trump, Poutine a félicité Trump, a parlé d'hommes courageux, il faisait référence à la tentative d'assassinat, et on se souvient de ces images stupéfiantes, effectivement, de Trump se relevant et criant « fight ». Il a dit également qu'il sera jugé sur ses actes. Il est inquiet finalement, Poutine, d'avoir Trump, d'avoir cet homme au tempérament impétueux qui pourrait peut-être contrecarrer finalement ses plans? Il n'est pas complètement à l'aise cette fois-ci. Je crois qu'il ne faut pas procéder à des analogies entre Trump 45 et Trump 47, comme on dit à New York, c'est-à-dire Trump 45e président et Trump 47e président. Mm-hmm. Nous sommes dans le Trump 47. Mm-hmm. Et il ne va pas dupliquer nécessairement cette espèce de russophilie qu'on avait pu constater en 2017-18 et même un peu après. J'ai rappelé tout à l'heure qu'il y avait quand même des intentions très claires des États-Unis de ne pas baisser la garde face à la Russie. Donc Trump ne va pas baisser la garde face à la Russie. Il va certainement un peu tordre le bras de Zelensky, mais il ne va pas non plus donner complètement satisfaction à la Russie. Et ça, Poutine le sait. Pour répondre à votre question, Poutine est un petit peu mal à l'aise dans le contexte actuel parce que il ne sait pas très bien vers quel horizon ça pourrait se dessiner. Vers quelle destination le conduit Trump. D'ailleurs, il y a un signe, vous savez, au début du mois de septembre, lors du Forum économique oriental de Vladivostok, Poutine a fait des plaisanteries assez acides, même très cyniques, soutenant parfois Biden ou disant même qu'il préférait Kamala Harris, dont il adorait, ça c'était méchant, le rire, n'est-ce pas? Et c'était une manière quand même d'envoyer des piques à Trump parce qu'il ne sait plus très bien où se situer. Et du point de vue de Trump, honnêtement, c'est plutôt bien joué pour le moment. Que veut finalement Vladimir Poutine? Il veut une guerre d'usure? Il est très difficile de connaître ses buts de guerre réels, mais nous savons qu'il ne peut pas reculer à moins d'acquérir presque la totalité du Donbass. Donc la Crimée était déjà acquise en 2014. Il faut qu'il ajoute les oblasts qui se sont rajoutés à cette liste et qu'il occupe ou qu'il dévaste, qu'il est en train de dévaster, actuellement. Mm-hmm. Donc Louhansk, Zaporizhia, bien sûr Donetsk entre les deux, et puis Kherson. Tout cela, il le veut, mais c'est mal connaître la Russie et c'est mal connaître Poutine que de croire que c'est une guerre territoriale. Ce n'est pas le cas. Qu'est-ce que c'est? C'est beaucoup plus que ça. C'est une guerre existentielle? Oui, ça a été qualifié comme tel, d'ailleurs, par le patriarche de Moscou, Kirill, qui est un fidèle bras, j'allais dire, non pas séculier, mais régulier, un bras moral de Vladimir Poutine. C'est existentiel, c'est-à-dire que M. Poutine entend bien contrôler ce qui se passe à Kiev. Et que ce ne soit pas un schéma démocratique d'occidentalisation. On peut très bien tolérer que l'Ukraine conserve 80% de son territoire, hormis le Donbass qui resterait russe, mais à condition que ne soit pas un gouvernement qui reconduise une nouvelle fois cette intention ukrainienne de rejoindre l'OTAN,
ce qui semble exclu de la part des États-Unis désormais, ce qui est même assez clairement dit par les États-Unis, non, vous n'entrerez pas dans l'OTAN, mais l'adhésion, par exemple, à l'Union européenne est encore sur la table. Et c'est là que les Européens doivent prendre la parole et dire quelque chose. Et justement, comment ils s'organisent, là, les Européens, vis-à-vis de ce nouveau président américain, la Russie en face comment ils s'organisent? Alors pour l'instant, il souffre d'un sérieux manque de désorganisation et d'un grave contretemps. L'Allemagne est confrontée à une grave crise politique. Voilà, une très grave crise politique ouverte par le chancelier Scholz, qui n'est pas responsable de cette crise, puisque son allié, le FDP libéral, n'acceptait plus de procéder à des dépenses publiques absolument nécessaires pour la relance de l'économie allemande. Donc, M. Scholz a crevé l'abcès. Mais moyennant quoi, M. Scholz a mis en marche un compte à rebours. Son temps est désormais compté au pouvoir. Alors l'Allemagne est affaiblie. Son économie, d'ailleurs, souffre en ce moment. Elle est en récession. Hein. Voilà. Donc les élections législatives auront lieu en février. Absolument. On parle de l'Allemagne. La France, on a un président qui n'a pas la majorité. Je n'ai pas besoin de décrire la complexité de la situation politique et économique française à l'heure actuelle. L'Italie se situe dans un entre-deux dans lequel, à l'intérieur du gouvernement de Mme Meloni, il y a des gens ouvertement, comme Matteo Salvini, pro-russes. Mme Meloni l'est un peu moins. Le ministre des Affaires étrangères, lui, est encore sur une autre ligne. Il y a une sorte de micmac italien, donc crise française, micmac italien, crise allemande. Il n'y a plus beaucoup de décideurs. Et il va falloir pourtant adopter une attitude. Car le risque, c'est que M. Trump vende à vil prix l'Europe en échange de la suggestion de l'Ukraine au projet que j'ai décrivé tout à l'heure, c'est-à-dire le Donbass reste russe et l'Ukraine, en gros, entre dans une zone de neutralité ou de démilitarisation avec, entre les deux, entre le Donbass et l'Ukraine, une zone démilitarisée totalement contrôlés, équipés, fortifiés même par les États-Unis qui prendraient leur part. Ce qu'on appelle un scénario à la coréenne, ce serait ça ? Quelque chose comme ça, mais en plus subtil, en plus sophistiqué. Il y aurait quand même une zone complètement démilitarisée entre les deux et encore des formes de présence américaine, mais plus sous la forme d'augmentation, je dirais, exponentielle de l'effort militaire. Donc l'Ukraine devra faire des concessions. Est-ce que Zelensky est prêt à être l'homme qui signera ces papiers-là ? Je n'en sais rien, mais il peut très bien y être contraint. Actuellement, les Américains disent qu'il y a 11 000 soldats nord-coréens du côté de Koursk et du côté donc des forces russes, de l'armée russe. Ça, ce serait un tournant dans le conflit ? Alors, cette présence des Nord-Coréens. Les soldats coréens, les Russes font quand même bien attention à ce qu'ils demeurent sur le sol russe. C'est-à-dire, comme vous l'avez dit, dans cette zone de Koursk, qui a fait l'objet d'une percée l'été dernier de la part des troupes ukrainiennes. Donc les Coréens sont là pour bouter, si j'ose dire, les Ukrainiens hors de Russie. De toute évidence, ça n'est pas aussi facile que ce que les Russes ou les Nord-Coréens auraient pu le penser au départ. En revanche, les Russes avancent nettement dans le Donbass, vers l'ouest, face à l'Ukraine. Et ça, c'est assez préoccupant. Donc, il y a une sorte de calendrier, et là encore de compte à rebours, qui n'est pas favorable aux Européens. Et je ne vois pas comment, par quelle livraison de matériel d'ici à la fin de l'année, on pourrait arrêter cela. Il n'y a rien de prévu d'autre que ce qui est déjà envisagé. L'aviation, tout ça est bien connu, mais ça n'ira pas, ça ne sera pas ce qu'on appelle un game changer. Ça ne changera pas la donne en faveur de l'Ukraine de façon nette. Donc, je crains fort que la partie soit maintenant objectivement entre les mains de Donald Trump et des Américains. Avec un Anthony Blinken, actuel chef de la diplomatie américaine, actuellement à Bruxelles, qui comment dire, demande... Qui aiguillonne les Européens. Aiguillonne beaucoup les Européens pour justement soutenir l'Ukraine. Donc,
plutôt de l'inquiétude de votre part pour terminer Écoutez, tout dépend comment on voit les choses. Si on élève vraiment la vision et qu'on passe à un niveau satellitaire, on peut voir l'action générale de Donald Trump comme une forme de déconflictualisation du monde qui pourrait éviter qu'on entre dans cette espèce de compétition avec la guerre comme enjeu, à laquelle l'Europe, encore une fois, n'est absolument pas prête. Elle n'est pas équipée pour cela. Mais cette déconflictualisation n'a été conçue et n'est conçue par les Américains, par l'équipe de Donald Trump, que dans le sens du strict bénéfice des Américains. Donc le risque de l'Europe, c'est de rester sur le banc de touche. Et ça, il faut absolument réagir pour que ce ne soit pas le cas. Merci Christian Macarian d'être venu sur le plateau de Point de vue pour nous éclairer sur la situation.